Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine qui, à première vue, peut paraître un peu rébarbatif, la taxonomie. Mais attendez, oubliez tout de suite les vieux manuels qui prennent la poussière. On va voir que c'est en réalité une véritable enquête policière, mais à l'échelle du microbe. Chaque indice compte pour démasquer les coupables et innocenter les autres dans le monde microscopique. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Voilà notre mystère du jour. D'un côté, Escherichia coli. Bon, c'est la bactérie super commune, souvent inoffensive, qu'on a tous dans les intestins. Et de l'autre, Listeria monocytogène. Là, c'est une autre histoire, un pathogène qui peut être vraiment dangereux. Le truc, c'est qu'au microscope, elles peuvent se ressembler comme deux gouttes d'eau. Alors la grande question, c'est comment les scientifiques font pour les différencier. Et ça, c'est une question cruciale, parce que la réponse peut avoir un impact énorme sur notre santé. La toute première étape de notre enquête, c'est un peu comme arriver sur une scène de crime. On va d'abord recueillir les témoignages, examiner les lieux, bref, on commence par tout ce qui est visible et mesurable. Donc, les scientifiques se penchent sur le suspect et l'observent sous toutes les coutures. À quoi ressemble la colonie à l'œil nu? Quelle est la forme exacte de la cellule au microscope? Qu'est-ce qu'elle mange? Dans quel environnement elle se développe le mieux? C'est un peu la création du portrait robot de base avec les bonnes vieilles techniques de laboratoire. Et parmi ces techniques, il y en a une qui est absolument fondamentale, la coloration de Gram. C'est un test super rapide qui permet de classer tout de suite la bactérie dans l'un des deux grands groupes. On pourrait dire que c'est comme vérifier la première description d'un suspect, grand ou petit, brun ou blond. C'est l'indice de départ, celui qui oriente toute la suite de l'enquête. Oui, mais il y a un hic. C'est que ces preuves visuelles, elles ont leurs limites. Un peu comme un suspect qui porterait un déguisement, l'apparence d'une bactérie, sa forme, tout ça peut changer en fonction de son environnement. Ces indices sont donc super utiles, c'est clair, mais ils ne sont pas infaillibles. Pour avoir une preuve irréfutable, il faut creuser plus loin. On passe donc à l'étape supérieure de l'enquête. C'est le moment de sortir l'artillerie lourde, l'analyse génétique. Là, on est dans la police scientifique, l'analyse ADN qui va nous donner des réponses définitives, sans l'ombre d'un doute. Le tout premier outil, c'est la teneur en GC. C'est quoi ce truc? C'est juste un pourcentage qui mesure la proportion de certaines briques qui composent l'ADN. Il faut voir ça comme une sorte de signature génétique très rapide. Si les pourcentages entre deux suspects ne collent pas du tout, alors on sait tout de suite qu'ils ne sont pas de la même famille proche. Ce tableau, il parle de lui-même. Regardez Staphylococcus aureus avec 30% de GC et comparé avec Mycobacterium tuberculosis qui est à 66%. L'écart est énorme. Une telle différence dans la signature génétique, c'est un indice capital. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être étroitement liées. C'est une méthode d'exclusion super efficace. Mais pour avoir l'identification ultime, la preuve reine, on utilise ce qu'on appelle l'hybridation ADN-ADN. En fait, l'idée est assez simple. On prend l'ADN de nos deux bactéries, on chauffe pour séparer les deux brins de chaque ADN, on mélange tout ça et on regarde à quel point les brins de l'une s'accrochent aux brins de l'autre. C'est en quelque sorte le test de paternité ultime pour les bactéries. Ça mesure leur degré de parenté avec une précision redoutable. Et là, attention, il y a un chiffre à retenir. Le voilà, 70%. C'est le nombre magique, la règle d'or. Si la ressemblance entre les deux ADN est de 70% ou plus, alors, bingo, on considère que c'est la même espèce. Si on est en dessous, eh bien non, ce sont des espèces différentes. C'est une règle super claire sur laquelle toute la communauté scientifique s'est mise d'accord. Ça met fin à toutes les discussions. Bon, identifier une bactérie, c'est une chose. Mais comprendre ses liens de parenté avec toutes les autres pour dessiner son arbre généalogique complet, là, il nous faut un outil encore plus puissant. Et cet outil, c'est le séquençage de l'ARN-SS. Mais pourquoi cette molécule en particulier? Eh bien parce que c'est une sorte de machine à remonter le temps, une horloge évolutive. On la retrouve chez quasiment tous les êtres vivants, sa structure change très très lentement au fil des millénaires et elle est facile à analyser. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on a fait une découverte incroyable, une branche entièrement nouvelle de la vie, les archées, qu'on confondait avant avec les bactéries. C'est vraiment un des piliers de la biologie moderne. Ok, maintenant qu'on a vu les outils de l'enquêteur, on va prendre un peu de hauteur. Parce que ces principes de classification, ils ne marchent pas que pour les bactéries. En fait, ils sont la clé pour cartographier tout le monde microscopique, y compris des créatures qui n'ont rien à voir. Prenons deux autres suspects radicalement différents. D'un côté, les champignons. Eux, ce sont des eucaryotes, c'est-à-dire que leurs cellules ont un noyau, un peu comme les nôtres, et de l'autre, les virus. Alors là, ce ne sont même pas des cellules complètes. C'est juste un bout de code génétique dans une coque de protéines qui a absolument besoin d'un autre pour se multiplier. Ce sont vraiment deux mondes à part et on les classe en suivant des règles qui leur sont propres.
Alors, après toute cette science, toute cette enquête super méticuleuse, on peut se demander, mais au fond, pourquoi c'est si important? Quel est l'impact de tout ça dans notre vie de tous les jours? Pour bien comprendre, revenons à notre exemple du tout début. Grâce à cette précision incroyable, on peut aller plus loin que juste dire c'est une Escherichia coli. On peut identifier des variations très spécifiques qu'on appelle des sérovars. Le sérovar O157H7, par exemple, c'est une souche de colis qui est extrêmement dangereuse. Être capable de la différencier de ses cousines totalement inoffensives, ce n'est pas juste un détail pour les scientifiques, c'est une question de vie ou de mort en santé publique. Au final, le verdict est sans appel. Nommer, classer les microbes, c'est ce qui nous permet de diagnostiquer précisément une maladie, de suivre une épidémie à la trace et de reconstituer petit à petit l'immense puzzle de l'évolution sur notre planète. Chaque nom qu'on donne est une pièce essentielle de cette fresque gigantesque. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Identifier chaque microbe, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est tout le contraire, c'est le début. C'est comme avoir une clé qui peut ouvrir des portes incroyables vers de nouveaux médicaments, une meilleure compréhension de nos écosystèmes et même de notre propre corps. L'enquête sur le monde invisible ne fait vraiment que commencer.